Le printemps est enfin là. Enfin, presque. J'adore le vent. Le temps devient de plus en plus agréable, le printemps s'installe, le soleil est de retour et l'occasion est trop belle pour pouvoir rouler cheveux au vent. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite sélection, alors liste non exhaustive, de véhicules cabriolets et autres roadsters qu'on peut trouver à des prix plutôt abordable. Alors attention, petit warning tout de même, je me suis basé sur un ordre de prix plutôt abordable, c'est-à-dire entre 0 et 10 000 euros. Donc tout véhicule qui dépasse les 10 000 euros a été enlevé de la liste. C'est pas Versailles. La limite que je me suis imposée, il se peut que des véhicules ne soient pas en parfait état. On retrouvera un fort kilométrage, de la corrosion, une panne mécanique, etc. Et il conviendra de bien observer le véhicule que vous avez déniché, mais aussi de bien vérifier l'avis du garage qui vous le propose. Si c'est un particulier, attention au beau discours de son propriétaire, ne vous laissez pas berner par Bernard. On commence cette sélection avec l'Audi 80 B3. En 1991, le constructeur bavarois nous propose d'enlever le toit de sa berline d'entrée de gamme. Elle offre sous son capot un moteur 5 cylindres plutôt intéressant puisque ce dernier fait 2 litres pour 136 chevaux avec un bloc 5 cylindres. Alors cette Audi, elle est plutôt bien construite, elle est assez agréable à regarder, c'est une voiture relativement fiable, elle est connue pour justement éviter d'avoir de grosses pannes. On est encore dans la période où le constructeur allemand fait des voitures robustes. Alors à défaut d'être réellement sportive, c'est une voiture qui se conduit avec un grand confort parce qu'elle est basée sur la plateforme du Audi coupé. Son poids déjà est loin d'être une ballerine, elle annonce quand même 1400 kg sur la balance pour l'entrée de gamme. Alors c'est certes relativement correct pour l'époque et même par rapport à de nos jours, mais on est sur une voiture qui n'est pas réellement sportive. Alors à noter aussi qu'à partir de 1997, le cabriolet allemand n'est plus fabriqué chez Audi mais directement chez Karmann, qui est reconnu pour construire la coccinelle, cabriolet pour Volkswagen et bien d'autres véhicules. D'ailleurs, le cabriolet connaît un tel succès qu'il continue jusqu'en 2000 sa commercialisation, alors que les autres silhouettes de l'Audi A80 avaient déjà disparu. Du côté des tarifs, on en trouve un sous les 10 000 euros avec un peu plus de 150 000 km. Alors pour ce cabriolet, on part littéralement sur une rareté. Alors c'est pas une voiture qui va vous coûter un rein, mais elle va vous ruiner en framéto. J'adore rire. C'est l'une des premières tractions du constructeur italien, au même titre que la 126, la Ritmo va venir révolutionner son marché avec une offre ultra moderne. Pour le cabriolet, c'est Bertone qui s'occupe du développement et sans surprise, le véhicule va faire un flop. Au point qu'en 1985, Fiat retire la voiture du catalogue, mais Bertone va continuer à la commercialiser sous le nom de Super Cabrio 110S. Pourquoi j'ai dit ça avec un accent italien, moi? Heureusement, l'italienne offre une bonne finition, un grand confort et elle est plutôt polyvalente. Alors toutefois attention, parce que derrière sa ligne aguicheuse et son regard de batracien, la Fiat a un certain penchant pour la rouille. Donc si un exemplaire vous intéresse, il faudra bien vérifier l'état de la corrosion du véhicule et ne pas vous faire berner par une reprise récente du véhicule. Bon bah la Ritmo, ça vaut pas grand chose sur le marché de la seconde main, on en trouve à partir de 5 000 euros avec un peu plus de 135 000 km. Donc on peut trouver de très belles versions, très peu kilométrées, aux alentours de 10 000 euros et qui sont parfaitement sains. Ah ouais, alors dans cette vidéo, je vous promets les montagnes russes émotionnellement parlant, car on passe sur l'Opel Ascona. Déjà, qui se rappelle de la berline milieu de gamme du constructeur allemand? Je ne suis pas sûr que grand monde s'en rappelle, mais pourtant on est sur une berline qui a rendu de grands services et qui surtout est une berline plutôt robuste. Alors certes, en termes de design, la voiture est plutôt fade, mais on est sur un très bon cabriolet qui propose 4 vraies places pour ses occupants. Si je vous parle aujourd'hui de l'Ascona, c'est que finalement c'est une voiture qui est devenue aussi rare qu'une Ritmo et c'est une voiture aujourd'hui qu'on peut sans hésiter sauver. Alors ce ne sera pas le meilleur placement automobile à faire, ça je vous le garantis, mais c'est une voiture plutôt sympa qui offrait des petites motorisations un peu classique, on est entre 60 et 130 chevaux, rien de fou non plus, mais on est sur l'excellente plateforme J du groupe General Motors. En plus, la réputation de l'Ascona, c'est d'être une voiture qui est robuste, donc c'est une voiture qui est aussi fiable. Avec l'Ascona Cabriolet, c'est là une manière d'avoir une voiture totalement décalée dans les ratios automobiles et de revenir avec une véritable rareté. J'ai par exemple trouvé sur le bon coin un exemplaire pour 5 000 euros avec moins de 100 000 km. À son lancement, la Peugeot 304, elle a fait couler
jouer un peu de l'encre, car c'était en somme une grosse 204 avec une autre face avant. Et surtout, elle se la jouait un peu bourgeoise face à la Renault 12. Alors la 304, elle a un regard inspiré par Sophia Loren, mais surtout, elle offre une très mignonne version cabriolet qui, loin d'être aussi un cheval fougueux, offre des motorisations plutôt robustes de la part de Peugeot et un excellent châssis. Car la 304 avec la 204, c'est l'une des premières voitures traction du constructeur et elle traîne avec elle les nouveaux blocs transversaux. Bon alors attention aussi, comme bon nombre de ces véhicules-là, la rouille a fait des victimes sur la 304 et il faudra bien vérifier l'exemplaire que vous regardez. Au niveau des tarifs, on en trouve pour 10 000 € avec moins de 100 000 km. C'est la voiture où vos potes vont pouvoir vous vanner sur le fait que Julie de France 3 a la même pour aller manger. Oula, Talbot, ou l'échec cuisant du premium français. On reste chez PSA avec la marque Talbot. Pourtant, avant de mourir, la marque va tenter tout de même de faire un petit coup d'éclat en proposant la Talbot Samba. Alors évidemment, c'est un flop, elle n'arrive pas à masquer ses rides de sa plateforme originelle, puisqu'elle dérive de la Peugeot 104 et de la Citroën Hélène. Alors petite excentricité, Talbot sera le seul des trois à proposer une variante cabriolet sur la base de la Samba. Aujourd'hui devenue rare, on trouve encore très peu d'exemplaires de la Samba cabriolet. Pourtant en 2014, le club Samba cabriolet voit le jour afin de préserver cette mignonne petite citadine. Du coup, combien ça coûte une Talbot Samba? Eh ben ça coûte que dalle, c'est 5 000 € ou une Ascona. Enfin, je crois. C'est peut-être la plus surprenante de cette vidéo et je vais vous parler du duo Rover 214-216. Anglaise, vraiment, on pourra dire que c'est une très belle japonaise à la sauce à la menthe. Pour la seconde génération de Berline 200, Rover va faire un partenariat avec Honda. Il avait déjà fait ce partenariat pour la Berline 800 et pour bien d'autres projets avant que le projet de rachat d'Honda sur Rover ne capote au profit de BMW. Mais c'est pas le sujet. Alors pour s'en sortir entre la version japonaise et la version britannique, il suffit de lire entre les chiffres. La 214 reprend le bloc K-Series qui est connu chez Rover et la 216i est un bloc d'origine japonais de chez Honda. Alors le premier, il offre une puissance plutôt simpliste, 203 chevaux à 16 soupapes, tandis que le second, d'origine japonaise, offre 122 chevaux, 16 soupapes ou 111 chevaux pour la version catalysée. Le plus compliqué avec la Rover, ce ne sera pas la fiabilité du moteur K-Series ou du japonais Honda, ce sera les pièces de carrosserie. La voiture est devenue une véritable rareté, mais on trouve les deux versions avec des kilomètres à peu près similaires pour 5 000 €. Pour le numéro 7, je vous propose de revenir sur la BMW Z3. C'est une voiture qui a été conçue en seulement 36 mois et surtout elle réitère le succès du cabriolet 507 de chez BMW des années 50 et j'omets volontairement la Z1 qui a été produite en série limitée par le constructeur pour me concentrer que sur la Z3. Son long capot cache des moteurs 4 cylindres et 6 cylindres en ligne. Et surtout, elle est propulsion. En plus, la Z3 a une certaine notoriété puisqu'elle figure au même titre que James Bond dans le film GoldenEye sorti en 1995. Alors désolé, vous n'avez pas le physique de Pierce Brosnan, mais vous pouvez vous offrir ce petit bijou de technologie allemande pour seulement 7 000 € où on retrouve de très beaux exemplaires avec plus de 200 000 km et il faudra grimper un peu au-dessus des 10 000 € pour trouver des très beaux exemplaires avec moins de 100 000 km. Alors attention, parce qu'un Z3, et c'est là où il y a la nuance, c'est que si c'est un très bel exemplaire, j'en perds mes mots, eh bien avec moins de 100 000 km, certaines versions peuvent atteindre plus de 25 000 €. L'offre est riche et donc du coup il y en aura pour tous les prix. Alors là, on va passer sur une voiture que j'ai eue. On va passer sur une hybride complètement décalée sur le marché français et européen. Ça a été n'importe quoi. Ayez à l'esprit que c'est le plus grand n'importe quoi de l'automobile avec une voiture qui a hésité entre pick-up, coupé, cabriolet, découvrable, berline, bref, un véritable couteau suisse de l'automobile où le développement a été véritablement fouillis. Mais c'est de la merde! Elle ne peut pas être pick-up à cause de l'implantation de la carte. Elle peut être roadster, mais on laisse les arches à la maison. Et pour rappel, avant que vous débarquiez en commentaire, chacune fait 13 kg. S'il pleut, il n'y a rien pour se mettre à l'abri.
Bref, on est sur un concept de revival de Méhari complètement foiré de la part de Citroën. Mais c'est de la merde. Et pourtant, Dieu sait que j'ai adoré cette bagnole malgré toutes les galères que j'ai eues avec. Déjà, faut savoir qu'avec la C3 pluriel, eh bien on est sous-motorisé littéralement. Il y avait 3 blocs. Un diesel de 75 chevaux boîte manuelle, un second essence de 75 chevaux manuel, et le summum de la gamme c'était un 110 chevaux en Senso Drive, donc en boîte robotisée hydraulique. Et c'est cette version que j'ai eue et qui a été un véritable enfer. Mais c'est de la merde. Alors, je ne dis pas que toutes les C3 pluriels sont mauvaises, là aussi il y a du bon et du moins bon, il faudra bien vérifier au moment de votre achat. En plus, les C3 pluriels, c'est pas forcément la voiture la plus fiable du monde, et surtout, si un exemplaire vous fait de l'œil, vérifiez bien l'état du toit. Parce que plus personne chez Citroën ne sait le réparer, ça a plus de 20 ans et les personnes soit à la retraite, soit ont changé de crèmerie depuis. Le toit coûte aussi un prix exorbitant à remplacer. Bref, c'est une super bagnole, je pense qu'il faut la sauver, mais il y a plein de choses à prendre en compte dessus. Bon, en termes de prix, c'est aussi le grand n'importe quoi, on arrive à trouver des exemplaires à 1000 €, mais il faudra refaire tout le toit. Donc privilégiez plutôt des versions à plus de 7000 €, on en trouve encore, qui ont été bichonnées et qui sont dans un état proche du neuf. En plus, on arrive à avoir des véhicules avec moins de 100 000 km, car sous les 7000 €, je trouve qu'on trouve quand même de belles merguez. On reste chez Peugeot avec une voiture dont je pense la plupart des commerciaux de Citroën ont dû envoyer chez la marque jumelle, c'est-à-dire Peugeot et sa 206cc. On est à la fin des années 90, début des années 2000, et Mercedes fait l'effet d'une bombe avec la sortie du SLK. Le petit roadster remet au goût du jour le toit en dur pour les cabriolets. Un concept qu'on avait déjà vu dans les années 30-40 avec Peugeot et sa 401 Eclipse. Et Peugeot décide à son tour de revenir sur ce marché avec la 206cc, et c'est elle qui va naturellement populariser le genre des CC. Faut dire que sa ligne elle est archi mignonne à la 206cc, il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à redire, la voiture est mignonne et pleine de charme tout plein. Bref, on est sur l'un des plus beaux coupé cabriolet de la période, on n'en peut pas en dire autant d'ailleurs de sa remplaçante. En plus, la Peugeot 206cc, c'est aussi une voiture qui avait une vaste gamme de moteurs. Et le nec plus ultra pour moi, ce sera le 2 litres essence de 138 chevaux. Mais il y a une perle rare chez Peugeot, c'est la fameuse 206cc Roland Garros. Alors si vous le trouvez en 138 en finition Roland Garros, là vous avez un véritable bijou. En plus, la 206cc commence à être une new-timer très appréciée et sa cote commence à monter. Je pense que c'est une voiture qu'il faut absolument surveiller. Alors la surprise générale, on trouve aussi à tous les prix la 206cc. Et moi j'ai réussi à repérer un petit exemplaire plutôt propre et sympa avec peu de kilomètres à 5000 €, mais on n'hésitera pas à aller vers des versions un peu plus chères qui sont dans des superbes bêtas. Direction l'Italie pour notre 10e cabriolet, et c'est pas un cabriolet, c'est un roadster. Je vais vous parler de la Fiat Barchetta. 10 ans après la disparition de la Fiat 124, Fiat revient aux affaires, surtout il voulait faire taire l'insolente Mazda MX-5 qui au bout de 2 générations est devenue une véritable référence dans le milieu de la petite voiture sportive accessible, et Fiat va commettre une première erreur avec la Barchetta. C'est une traction. Alors, outre une image déplorable de Fiat à ce moment-là et à une finition pas top face à la Miata, eh bien la Barchetta va faire un four. Alors déjà, il faut se rappeler que la Barchetta, elle va rencontrer un énorme problème de production. Elle est conçue en partenariat chez Bertone, chez Fiat, chez Maggiora, chez Ilkas. Bref, c'est un sacré bordel pour la production de la Barchetta. D'ailleurs, entre 2003 et 2004, aucun exemplaire ne sera construit puisque Maggiora va faire faillite. Donc si vous trouvez un exemplaire de 2004, ça c'est vraiment très bizarre. Soit c'est un fond de stock, soit la personne ne connaît pas trop ce qu'elle vend. Bref, la Barchetta, il n'y a rien à redire. Sous le capot, on retrouve un unique moteur, un 1.8 230 chevaux. Alors moi, j'ai une Barchetta et je peux vous dire que c'est une petite fusée. C'est hyper agréable, mais que la finition est à revoir. Et surtout, il faudra bien faire attention sur un exemplaire qui vous intéresse au niveau de la capote. Non pas pour la matière, mais au niveau de la vitre arrière, qui est en plastique et qui a tendance, avec le soleil, de se teinter, de voir
voire floue. Pour le reste, c'est une super bagnole, c'est hyper robuste, c'est hyper fiable. Je peux vous dire qu'on peut y aller car la Barchetta, c'est une super alternative à la Miata. Et le souci qui commence à se poser, c'est que la Miata, enfin la MX-5 NB est devenue tellement chère qu'aujourd'hui, c'est la Barchetta qui voit ses prix s'envoler car c'est une très belle alternative avec la Z3 à la fameuse Miata. Alors on va revenir sur une autre concurrente de la Miata dans quelques instants, vous inquiétez pas. Enfin, pour finir sur la Barchetta, je voulais rajouter un dernier truc. C'est une voiture qui se veut être dans l'esprit d'un revival des années 60. Fiat a mis très peu d'électronique à bord de la voiture. Et on n'aura pas de soucis de ce côté-là, sachant que c'était pas non plus le fort de Fiat dans les années 90 au niveau de l'électronique. Bon, on en trouve à tous les prix. Moi, je vous conseille plutôt d'éviter les exemplaires sous les 5000 €. On a plus à faire à une belle merguez ou à une donneuse et de chercher entre 6 et 8000 €. Sachant que la Barchetta voit sa cote envoler, mais ce ne sont pas forcément ces prix-là qui vont s'appliquer. La Barchetta n'a pas la même cote d'amour que la Miata, donc c'est une voiture qui peut se permettre encore d'être un peu négociée. Alors aussi, la perle rare de la Barchetta, ce sera la version orange du lancement, véritable rareté qui n'a pas été énormément vendue. Vous pensiez que Pininfarina avait fait que des horreurs au début des années 2000, je pense à la Hyundai Matrix, Peugeot 1007, des très belles choses comme la Peugeot 406 coupé ou encore la gamme Ferrari au final, je connais même pas de modèle Ferrari en fait. Perdu! Car au début des années 2000, Pininfarina va signer quelques très beaux exemplaires pour Ford. En premier lieu, on retrouve la Focus CC qui est plutôt sympa et la Ford Street K. Et c'est la seconde qui va m'intéresser dans ce top, le petit roadster 2 places qui conserve une petite capote souple et offre à la K une version un peu plus virile, un peu plus masculine, tout en conservant un peu ses rondeurs. Je pense que pour quelqu'un qui a un petit budget, qui n'a pas forcément besoin d'un beau blason sur son capot, eh bien la Ford Street K, elle est nickel. En plus, c'est certainement l'une des moins chères de ce top. On trouve des versions avec 100 000 km pour seulement 3 500 €. C'est une voiture en plus qui est hyper fiable et certes, les pièces de carrosserie vont être un peu rares, mais au niveau de la mécanique, il n'y a rien à signaler. C'est une voiture qui est ultra fiable. Au point que j'ai trouvé une Street K pour 7000 € avec 60 000 km. Bref, à bien vérifier comme toujours les joints et le toit de la voiture, mais pour le reste, vraiment, la Street K, c'est du costaud. Je ne pouvais pas passer à côté. La Mercedes SLK, c'est celle qui a complètement relancé le segment des voitures coupées cabriolet. Comme je vous le disais il y a quelques instants pour la Peugeot 206 CC. Alors son toit, il prend le doux nom de Vario Roof, mais ses lignes sont plutôt carrées, sont bien inscrites dans la période biodesign de Mercedes. C'est quelque chose d'assez bourgeois, de très luxueux, et la voiture a une belle finition avec de beaux moteurs. On est sur un coupé cabriolet très classe, très distingué, qui montre vraiment le meilleur de Mercedes pour une voiture plutôt entrée de gamme à cette époque-là. Moi, la version en tout cas qui me donne bien envie sur les SLK, c'est ce moteur 6 cylindres de 3,2 litres qui semble la propulser. En plus, son toit escamotable ne met que 25 secondes électriquement pour se refermer. Alors la SLK, c'est peut-être l'une des plus bourgeoises de ce classement et on en trouve dès 7000 € avec un peu plus de 120 000 km. Alors attention, pour moins cher, on aura des exemplaires beaucoup plus kilométrés. Après, c'est à vous de jauger, quitte à dépasser les 10 000 pour trouver des versions entre 100 et 120 000 km. Dans les années 90, il y avait une course folle à être omniprésent sur le marché du roadster. Et évidemment, vous l'avez deviné, il fallait que je place une marque anglaise. Après la relance du segment par Mazda, Fiat, BMW, il manquait un dernier acteur qui était ultra présent et qui a participé dans les années 60 à populariser le genre. Je parle évidemment d'MG et il nous dévoile au milieu des années 90 la F. Alors elle prend la suite de la MGB et son design est une source d'inspiration de ce petit roadster. La MGF, c'est une voiture aussi qui va proposer des petites puissances avec son moteur K-Series de Rover jusqu'à 120 chevaux, mais il y a
une raison derrière cela. Je vous rappelle historiquement que Rover, MG Rover, va tomber dans les circelles de BMW. Et BMW, il a quoi dans sa gamme? Le Z3. Et pour éviter de cannibaliser sa gamme, eh bien, BMW va mettre le veto aux ingénieurs MG pour développer une nouvelle version beaucoup plus puissante de la F et va la reléguer sous la Z3. Et la MJF va tomber peu à peu dans l'oubli. Alors, c'est l'une des versions les plus sympas que je vous propose dans ce choix de véhicule un peu oublié, puisque la MJF a un moteur placé en centrale arrière. Le K-Series offre 120 chevaux et sur le même schéma que la Lotus Elise. Alors la MJF, il n'y a pas grand chose à dire. Attention à l'hydragaz qui lui sert pour les amortisseurs, il faudra bien les vérifier et une vidange s'impose à peu près tous les ans et entre 10 et 15 000 km par an. Dans le même genre, la TF qui prendra la suite de la F se passe de ces amortisseurs là et propose une meilleure fiabilité. On trouve la MJF à partir de 5 000 € pour une version avec 110 000 km. Je pense que c'est une petite voiture qu'il ne faut pas ignorer. C'est vraiment le charme à l'anglaise. Moi, j'en ai conduit une quand j'ai cherché mon Roadster. Bon, bah, j'ai pris la Barchetta. Mais typiquement, la MGF m'intéressait, mais j'ai eu peur avec l'hydragaz, car plus grand monde ne sait le faire. Donc, si jamais un exemplaire vous intéresse, n'hésitez pas à chercher aussi un garage autour de chez vous qui a connaissance du réseau hydragaz. Première auto conçue sous la période General Motors, la Saab 9.3 est une voiture particulière. Saab, c'est un constructeur qu'on connaît tous, ça a été tellement innovant, tellement atypique dans son design et tellement clivant, mais à la fois génial, qu'on ne pouvait pas passer à côté d'une Saab pour pouvoir la mettre en avant pendant l'été. D'ailleurs, pour la petite histoire, General Motors va péter un câble quand ils vont découvrir que les ingénieurs de chez Saab vont retoucher la plateforme de la voiture pour l'éloigner de la conduite d'une Opel et proposer un vrai toucher Saab. Alors malgré quelques imperfections, ce cabriolet 9.3 est véritablement attachant et on est totalement propulsé dans l'atmosphère d'une Saab, d'un véhicule suédois. C'est incassable, c'est hyper agréable et en plus c'est fiable. Au niveau des prix, la Saab 9.3, il n'y a pas grand chose à dire. On est aux alentours de 8 500 € pour un bel exemplaire avec plus de 100 000 km. On trouve des exemplaires fortement kilométrés, mais c'est une voiture robuste et qui n'a pas peur d'avaler les kilomètres. C'est peut-être celle que j'aurais le moins peur d'acheter avec beaucoup de kilomètres, car ça reste Saab. Voilà pour cette petite sélection de véhicules. Je pense que je vais continuer aussi à vous proposer sur d'autres véhicules, des petits véhicules pour commencer un peu comme ça en collection ou tout simplement pour se faire plaisir. J'avais envie de commencer avec les cabriolets parce que c'est le printemps. Mais c'est vrai que j'ai omis quelques véhicules. Je pense à la première Mégane cabriolet, mais aussi à la seconde génération coupé cabriolet. Je pense à la Golf cabriolet, la coccinelle. Mais on est sur des véhicules qui dépassent allègrement les 10 000 € pour certaines versions, voire pour l'entièreté de la gamme malgré tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire les véhicules que vous penseriez acheter et qui ne se figurent pas dans cette liste. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve aussi sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!